je vous informe ce soir. J'ai appris que les opposants veulent organiser une marche contre le changement ou la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous étions d'accord avec le président de la République. À ce forum, mais aux responsables des entités territoriales, pour qu'ensemble nous puissions analyser, réfléchir sur l'importance de l'assainissement du climat des affaires. Moi, j'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je ne vais pas vous contredire, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je peux même aller plus loin. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi. Omeli boni ne salio boy. Ah, la meli zododo. Omeli zododo putain. La mela ngo. Omela ngo. Nouvelle édition de votre magazine d'information sur la PSB Télévision de partout. Vous nous suivez, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce soir, la question sur la révision ou sinon les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo continue d'alimenter les débats et surtout diviser la classe politique pendant que le Front commun pour les Congo FCC de Joseph Kabila entend mobiliser ses militants pour dire non à cette démarche coup sur coup. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, entend à son tour aussi mobiliser le peuple pour soutenir cette démarche du président de la République. Voilà tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Débutons cette édition de journal à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où séjourne le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui s'est rendu dans cette partie du territoire national sur invitation de l'Agence nationale de la promotion des investissements pour justement assainir les climats des affaires et accompagner les investisseurs locaux. Il a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est en mission de 24 heures à Lubumbashi. Il est venu ce lundi 28 octobre 2024 participer aux travaux de la deuxième édition sur les climats des affaires. À l'aéroport international de Luano, ce membre du gouvernement central a été salué par le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué-Mwamba, et d'autres autorités de la province. Jacquemain Chabani a reçu les honneurs de la police nationale congolaise avant de dire le motif de sa présence à Lubumbashi. Nous sommes venus dans une activité de l'ANAPI, dans un forum, nous adresser principalement aux gouverneurs de province qui en principe sont tous ici pour participer à ce forum, mais aux responsables des entités territoriales, pour qu'ensemble nous puissions analyser, réfléchir sur l'importance de l'assainissement du climat des affaires sur toute l'étendue du territoire. Donc ce forum va nous permettre d'analyser cette situation, l'état des lieux, et de nous rappeler de nos différentes responsabilités pour qu'ensemble nous puissions, selon la volonté du président de la République, faire en sorte à ce que le climat des affaires soit assaini et permettre à ce que les initiatives privées prennent place. Voilà, c'est un séjour de 24 heures. Merci.
Dans l'entretemps, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Jeunesse, Tchela Kamba, a ouvert les travaux de l'atelier sur les dernières recommandations sécuritaires de la conférence des gouverneurs. L'occasion pour les numéros 2 de la territoriale au pays d'hausser les tons et appuyer les participants à capitaliser les orientations du président de la République lors de la 10e session de la conférence des gouverneurs. Plus de détails à travers ce reportage. Évaluer les recommandations sécuritaires issues de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Kinshasa et baliser les chemins pour la 11e session, tel est l'objectif de l'atelier ouvert par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tchela Kamba à l'intention des experts de la territoriale et de l'appareil sécuritaire. L'occasion pour les numéros 2 de la territoriale au pays de rappeler aux participants la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de paix et de développement à l'approche de la prochaine conférence des gouverneurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations. Il a appelé les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'Est de notre pays. Ces assises de 2 jours, ouvertes par la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba, vont servir des cadres et des réflexions autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, qui est secrétaire général à l'intérieur. Et le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, a bouclé sa mission de travail aux États-Unis où il a eu plusieurs activités que je vous invite à suivre dans ces condensés. En mission officielle à Washington depuis vendredi 25 octobre 2024 dans les cadres des assemblées des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai a, en marge de cette grand-messe financière, animé une conférence sur les investissements en République démocratique du Congo devant un public hétérogène très attentif. DRC is a good place to go and to do business. We got problem that we've been achieving incredible things from 2019, and actually with our friends and partners from World Bank, from IMF, we're doing progress, and we do believe that the future is brighter than this one. Let's come and we be setting up a desk inquiry in the Department of Finance that we are calling Welcome Capital to DRC, that is going to work together with the National Agency that is promoting investment to make sure that people who are willing to come into our country to invest should get right information, be guided to make sure that they come in the country and do their business freely. Au cours de cette conférence intitulée The Road to Investment, Peace and Security in DRC, le ministre des Finances a mis en lumière les différentes opportunités qu'offre la RDC dans le domaine des investissements. Comment accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le financement du développement de ses infrastructures? Ce sujet a fait l'objet des échanges ce même vendredi 25 octobre 2024 à Washington entre le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde et Afreximbank. La question de la garantie bancaire de la zone économique spéciale de la RDC et de la Zambie ainsi que l'usine des batteries ont été évoquées au cours de ces entretiens. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, a échangé samedi 26 octobre 2024 avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, ABBM Rosselassier, sur les 2 nouveaux programmes, à savoir la facilité élargie des crédits et la facilité élargie des résiliences et de durabilité.
À travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison d'1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans au titre de la facilité élargie des crédits et d'1 milliard de dollars américains pour le programme au titre des facilités pour la résilience et la durabilité. Pour la toute première fois de l'histoire, et c'est même la grande particularité de ce nouveau programme, Doudou Fwamba-Ly Koundé Libutayi a sollicité auprès du FMI au nom du gouvernement congolais qu'une quotité de ce financement soit orientée vers des projets d'investissement public, lesquels auront un effet positif sur les vécus quotidiens des populations et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. La RDC compte étendre la couverture santé universelle déjà opérationnelle dans certains coins du pays, mais aussi assurer la prise en charge du nouveau-né, la mise en place de la gratuité de l'enseignement secondaire, la construction des infrastructures pour la libre circulation des personnes et des biens, l'utilisation des terres arables pour une agriculture saine et autres projets d'intérêt capital. Le FMI exprime clairement sa volonté de s'engager avec la RDC au vu de ses prouesses et réformes engagées. Vers la gratuité de l'enseignement secondaire en RDC, le ministre des Finances, Doudou Fwamba-Ly Koundé Libutayi, le ministre d'État chargé du budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Tidi Luamba, ont échangé vendredi 25 octobre 2024 dans la soirée avec la vice-présidente de la Banque mondiale, Madame Victoria Kwakwa, au sujet de la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. If on December they do something, they will come back to me. Yes, ils vont revenir vers nous. Le patron des finances, Doudou Fwamba-Ly Koundé, a insisté sur la nécessité d'orienter les prochains financements de la Banque mondiale dans les secteurs des infrastructures routières de qualité en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, dans le souci notamment d'accélérer la diversification de la croissance économique tout en garantissant la fluidité du circuit intérieur des productions et des consommations des produits de première nécessité. Et réagissant, la Banque mondiale s'est montrée très réceptive aux préoccupations de la partie congolaise que l'institution des Bretton Woods s'engage à rencontrer, plus spécialement pour ce qui est de l'urgence présentée par l'argentier national congolais d'accorder à la RDC 750 millions de dollars américains dans le cadre de l'appui budgétaire. Dans l'optique de la concrétisation de tout ce qui a été convenu, une équipe mixte de suivi sera mise en place avec une approche programmatique devant permettre également d'évaluer l'appui de la Banque mondiale à la gratuité de l'enseignement secondaire après le succès de la gratuité de l'enseignement de base. La question liée à la révision ou sinon au changement de la Constitution de la République continue d'alimenter les débats dans les milieux politiques. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, était face à la presse à l'occasion d'un briefing qui était organisé par son collègue de la communication, Patrick Mouyaya. À l'en croire, Jean-Pierre Liaou Ebois a fait savoir que cette question appelle à une réflexion, soulignant toutefois que même toutes les lois, même fondamentales, peuvent être adaptées si la volonté nationale l'exige. On écoute un extrait de ces propos à travers ceci. Je ne vais pas vous contredire, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je peux même aller plus loin. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi fondamentale, mais une loi quand même. Une loi, vous savez, a vocation à être modifiée, changée à partir du moment où, si telle est la volonté de la communauté nationale, à partir du moment où elle présente des faiblesses. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État. Ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une Constitution qui consacre l'obésité, qui
Et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État, il n'y a pas seulement à diminuer les trains de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont pris en charge. Il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution, ou révision, ou même, pourquoi pas, changement. C'est pas un tabou. C'est pas un tabou. On peut décider d'avoir une nouvelle Constitution, si telle est la volonté du peuple. Je ne sais pas pourquoi on va interdire à notre pays de faire une sorte d'autocritique, de regarder cette Constitution et de dire qu'il y a un ça ne va pas. Sur le plan des procédures institutionnelles, le président de la République l'a dit, pour obtenir un gouvernement après les élections, c'est tout un problème avec des procédures assez lourdes et ça nous prend, ça nous fait perdre comme ça 6 mois, 7 mois. Bon, ce sont des questions qui doivent préoccuper au plus haut point le peuple. Et lorsque je parle des institutions, je parle du poids, c'est parce qu'une bonne partie du budget national de notre pays aujourd'hui est orientée vers les institutions, vers le fonctionnement de ces institutions-là. On peut réfléchir si notre pays est prêt pour ces fardeaux-là. Et le secteur du développement est préjudicié. On peut réfléchir. Pourquoi pas pour la suppression de telle ou telle autre institution, pour que des millions qui sont donc orientés puissent servir à construire les routes, les ponts, les chemins de fer, à acheter des avions et autres. On peut décider à un certain moment. Excusez-moi, monsieur le ministre, parce que je suis peut-être ministre de la fonction publique, mais je suis aussi un homme politique et un parlementaire. Donc il faut à un certain moment arrêter de plaisanter avec l'avenir d'une nation. Si les États-Unis ont modifié leur constitution avec des amendements de par leur histoire, la France et d'autres pays d'Afrique, je ne vois pas pourquoi on va interdire aux Congolais de réfléchir sur éventuellement la modification, le changement de leur loi fondamentale. Il faut à un certain moment arrêter de faire des jeux politiciens partout sans tenir compte de l'avenir de la nation. Il faut que nous nous retrouvions sur les fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Et il faut vraiment qu'on essaye de faire avec. Je ferme la parenthèse. Si révision de la Constitution doit avoir lieu, ce sera pour le besoin de nos institutions et pour le bénéfice du peuple congolais. Propos de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement à l'occasion de ce briefing qui a été justement conduit conjointement avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Bon, alors, cher Pichu Mounouba, je savais que cette question allait revenir parce que moi, j'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir. La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais parce que je savais justement que cette question reviendrait, je voudrais qu'on suive lui-même le président de la République lorsqu'il a été interrogé à ces sujets par un étudiant, parce que le président de la République a eu l'occasion de discuter avec les étudiants. Écoutez plutôt sa réponse et je veux revenir pour faire un complément. Moi, ma personne importe peu. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui sont là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagnent, pas aux personnes fortes. Voilà.
Voilà, je pense que c'est une réponse qui est courte, mais qui est claire et qui devrait clore ces débats, parce que ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte, parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux, nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tel que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. Je pense que, Monsieur le Vice-Premier ministre... Restons toujours dans le dossier de la révision constitutionnelle qui divise la classe politique congolaise, pendant que le Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président Joseph Kabila, envisage mobiliser la population pour dire non à cette démarche. Pour sa part, le secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a également annoncé des grandes manifestations populaires pour soutenir cette démarche du président de la République. Je vous informe ce soir. J'ai appris que les opposants veulent organiser une marche contre le changement ou la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous étions d'accord avec le président de la République pour changer cette constitution. Et nous allons organiser une grande manifestation à grande envergure sur toute l'étendue de la République ce jour-là et montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par la remise de brevets aux récipiendaires que la manifestation de ce jour s'est clôturée dans une ambiance de fête. Parlons justice à présent. Le procureur général près la Cour de cassation a suspendu le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, suite au décès d'un prévenu en détention au cachot. D'après Firmin Vondé, cette décision vise justement à remettre à l'ordre les procureurs généraux sur l'ensemble du territoire national. Aussitôt informé du décès dimanche 27 octobre 2024 d'un prévenu dans l'Amigo de Kinkole, le procureur général pris la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, s'est senti interpellé et 24 heures seulement après, soit le lundi 28 octobre, a effectué une visite d'inspection au parquet des grandes instances de Kinshasa Kinkole. Objectif, voir dans quelles circonstances ce prévenu est décédé et tirer les conséquences sur le plan du droit. Il ressort que le prévenu ne va plus en prison il y a de cela un peu plus de 2 mois et le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention exception n'est pas respecté. D'où cette décision énergique du patron de l'action publique. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats, d'ordonner l'ouverture de l'action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Après avoir demandé aux magistrats de privilégier la présomption d'innocence et les principes qui veulent que la liberté soit la règle et la détention l'exception, Firmin Vondé Mambou a promis les contrôles des cas de tous les prévenus dans l'optique de désengorger cet amigo de Kinkole. Dès demain, j'envoie encore une équipe de hauts magistrats du parquet général la Cour d'appel de Kinshasa Matete procéder au contrôle de tous ces prévenus qui sont au cachot dans des salles très réduites où vraiment il n'est pas agréable d'y être et le rapport me sera fait. Ceux qui devront être libérés le seront et les autres, on va organiser rapidement des chambres ou plutôt des audiences
pour statuer sur leur cas. Mais déjà sur place, le haut magistrat du parquet civil a relaxé une prévenue dont les cas étaient bénins pour revenir le lendemain. Maman, ouais, vous semblez lobby ce qui n'est En croire Firmin Vondemambou, la décision qu'il a prise est une interpellation pour le magistrat afin qu'il prenne au sérieux la liberté des gens qui doivent gérer non pas comme des irresponsables, mais comme des hommes sérieux aussi. Tour des provinces à présent, prenons la direction de la province du Kasaï oriental où les gouverneurs provinciaux restent intransigeants vis-à-vis des conflits intercommunautaires à Katanda et dans les soucis justement d'en finir avec ces conflits de terre entre le Bena Nchimba, le Bena Kapuya et le Bena Mwemba en territoire de Katanda. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité faisant intérim du gouverneur de province était sur place accompagné de quelques membres de son cabinet pour prêcher la paix dans cette partie de sa province. Nous sommes à Bakwachitongu, un village du groupement de Benanchimba dans le territoire de Katanda. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim du gouverneur à mission, Patrick Mukendi Makanda, en tête d'une forte délégation, composée des membres du Conseil provincial de sécurité, de quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet du gouverneur, vient se rendre compte des réalités sur terrain au sujet de la situation sécuritaire toujours préoccupante après une série de consultations organisées en Bujimaï avec les chefs coutumiers du territoire de Katanda. Le cortège s'arrête devant le bâtiment de l'école primaire Benambaya qui abrite aussi l'Institut Bukassa. Ici, le gouverneur intérimaire et sa suite prennent connaissance de la situation au cours d'un échange avec l'administrateur du territoire et son adjoint en présence des notables du groupement. L'école a été vandalisée le 20 février dernier à la suite d'un conflit ayant opposé les Benamwimbia au Benanchimba qui s'est disputé un champ et qui a causé mort d'homme, a expliqué l'administrateur du territoire de Katanda, Arombouyi Bukassa, aux membres du Conseil provincial de sécurité. Il a sollicité des autorités l'augmentation de l'effectif des éléments des FARDC et ceux de la PNC afin de pacifier le territoire. Pour le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, la solution au conflit intercommunautaire à Katanda est politique et non militaire, étant donné que ces conflits fait suite aux limites des terres. À cette occasion, le gouverneur Aïe, Patrick Mukendi Makanda, a annoncé la tenue d'un conseil spécial de sécurité afin de traiter de la question. Dès là, le gouverneur intérimaire a effectué une marche jusqu'à Benamwimbia. Sa délégation est reçue par la notabilité coiffée par le chef du groupement, Jean-Marie Kabemba. Patrick Mukendi Makanda s'est entretenu avec la notabilité, mettant en avant la promotion de la paix. De retour en Bujimaï, il n'a pas manqué de donner les raisons de cette descente et les perspectives d'avenir. Cette descente s'inscrit dans une série de consultations que nous avons initiées depuis un certain temps. Les chefs des trois groupements qui sont concernés par les conflits au niveau de Benamwemba, Benanchimba et de Benekapuya. Après des consultations que nous avons faites sur la ville de Mboujima avec ces chefs, il était question que nous puissions descendre sur terrain pour s'imprégner de la réalité des choses. C'est pourquoi vous avez vu que nous étions accompagnés de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité provincial pour palper la réalité et ensemble avec le Conseil de sécurité, nous nous sommes fait une idée par rapport aux consultations que nous avons eues avec l'ensemble des chefs de ces trois groupements. Nous avons de l'espoir, il faut nous faire confiance à l'autorité provinciale, son Excellence Jean-Paul Bobo Capo, et surtout au chef de l'État, qui chaque jour ne dort pas à cause de l'ensemble de la population de la République, en particulier
c'est de Katanda. La prochaine étape, elle reste à convoquer encore les chefs de groupement pour ce que nous avons entendu par rapport aux consultations et la réalité sur terrain. Nous puissions confronter l'idée et proposer des pistes de solutions. Et pour ça, nous aurons besoin de la contribution de l'ensemble de tout un chacun, des fils et filles de la province du Kasaï oriental et surtout de l'ensemble des services de sécurité qui doivent appuyer les politiques pour que la paix revienne définitivement dans le territoire de Katanda. La paix à Katanda fait partie des priorités du gouverneur Jean-Paul Mbobakapo qui entend mouiller les maillots pour enterrer définitivement la hache des guerres dans cette partie du Kasaï oriental, longtemps déchirée par des conflits sanglants. Et dans les Congo central, bientôt le site de Vivi, cette localité qui fut la première capitale de la République démocratique du Congo, située non loin de la ville portuaire de Matadi, sera réhabilitée. La nouvelle a été portée auprès du vice-gouverneur de province Prosper Tela Tambidila par une délégation qui constitue les comités de gestion pour mener le projet de réhabilitation de ces sites historiques. Conduite par Aimé Louvango Kioa, député national honoraire, accompagné professeur Michel Lusamba et l'architecte urbaniste André Fremans Papi-Kondé, cette délégation reçue au nom du chef de l'exécutif provincial Grace Kongamation Bilolo par les vice-gouverneurs de province, Prosper Télantambidil a été porteuse d'un projet, celui de réhabiliter le site Vivi. Cette localité est située non loin de la ville portuaire de Matadi et qui fut jadis première capitale de la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, elle se trouve dans un état d'abandon total. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale pour lui parler d'un projet qui intéresse tout le monde et plus spécialement la province du Congo central. Il s'agit simplement de la réhabilitation du site de Vivi. Vivi, il faut le dire ici, c'est la première capitale de ce pays ici. Mais à voir son état actuel, je vous dis, cela laisse à désirer. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il est temps que l'on puisse tenir compte de la réhabilitation de ces sites-là, dans la mesure où ça représente beaucoup de choses pour nous, les Congolais. Je parle maintenant des Congolais. Mais il faut passer par quelque part. Il faut commencer par la province, parce que Vivi se trouve dans la province du Congo central. C'est ainsi que nous sommes constitués en comité de gestion de cette idée-là de la réhabilitation du site de Vivi. À la question de savoir comment l'autorité provinciale ad intérim a-t-elle accueilli cette nouvelle? Très, très, très positif. Pour le reste, il y aura des séances de travail qui seront organisées à ce sujet. Mais déjà, la province est impliquée dans cette démarche. Il est de rappeler que Vivi a été bâti par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley en septembre 1879. La localité deviendra par la suite la capitale de l'État indépendant du Congo entre le 1er juillet 1885 et le 1er mai 1886 à Vaboma et Kinshasa. À Kisangani, l'histoire du Mpox, la situation épidémiologique dans la province de l'Achopo, la contamination, les soins, ainsi que tout le méandre qui entoure cette maladie était passé au peigne fin au cours d'un débat public organisé sur place par les organisations locales. Les participants en sont sortis satisfaits. Au cours de ce débat public, organisé ce samedi 26 courant par la radio-télévision Amani et ses partenaires, sur les thèmes Mpox à Kisangani, défis de santé publique et stratégie de prévention communautaire, il était question pour le conférencier du jour, John Mondele, coordonnateur du programme de communication à la division provinciale de la santé, de parler de l'historique de Mpox, de faire l'état des lieux de cette épidémie dans la Chopo, sa contamination, ses soins, mais aussi lever certains équivoques sur cette épidémie. John Mondele. Dans le cadre de la sensibilisation des communautés, les échanges ont été fructueux. On a balisé quand même l'ignorance de certains et on a recueilli en même temps les feedbacks communautaires pour savoir qu'il y a eu des résistances parce que la communauté n'avait pas de l'information. Il y a eu des déviations, les gens se sont fiés à ce qui s'est posté dans les réseaux sociaux et les traitements indigènes, les fers de manioc
et aussi les rumeurs. Occasion faisant les larrons, John Mondele a fait le point sur la situation épidémiologique de Mpox dans la province de la Chopo avant de marteler sur l'existence de cette maladie d'où la population doit se protéger. Jusqu'à semaine 42, on est à 1911 et nous déplorons 96 décès. Ça, ce sont des cas qui ont été notifiés au niveau des établissements de soins. Cependant, au niveau des communautés, il y a des cas qui nous échappent où on aura les données grâce à l'implication de tout le monde parce que l'essentiel de nos messages est de montrer le signe, la prévention, mais aussi comment orienter les sujets dans les centres de prise en charge. Et la maladie existe, on doit se prévenir, les gestes barrières doivent être en vigueur, la prise en charge elle est gratuite et aussi la vaccination contre Mpox est déjà effective au niveau de la province. On a vacciné plus de 3000 déjà à Yakusu et la vaccination va continuer de cette manière-là. Ont pris part à ce débat public les membres d'associations de jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, les cadres de l'administration publique, les étudiants et quelques journalistes de la ville de Kisangani. Et dans les Hauts-Katanga, à l'initiative du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, les professionnels de médias ont visité les différents artères qui ont été construits par les gouvernements provinciaux avant de visiter également le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale situé dans la ville de Lubumbashi. Dans le cadre de la soirée des journalistes, pour nous honorer. Il s'agit d'un devoir de redevabilité dont vient de s'acquitter le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. La presse du Grand Katanga, réunie à Lubumbashi pour la première édition du Best View Award, a eu la responsabilité de visiter les différents chantiers du gouvernement provincial. Partie du gouvernorat de province, cette visite de plus de 5 heures a été supervisée par le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba. Tout a commencé par l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Cette artère est désormais revêtue d'un nouvel asphalte. Elle rejoint la mythique avenue Babemba dans la même commune, totalement renouvelée par le gouvernement Kiabula. Il s'en suivra le pont Kasungami. Cette structure encore en chantier sera le plus long pont de la province avec 75 mètres de long et 10 de large et reliera les communes annexes et de Katouba. Non loin de là, les travaux se déroulent sur l'avenue Upemba, 3,5 km de chaussée à partir de Machipicha jusqu'au foyer Katouba sont en construction. Jacques Kiabula Katwe y a mis une touche de modernisation. La route sera de 4 voies avec séparateurs et lampadaires. L'avenue Kinshasa qui s'étend de la nationale numéro 1 à Machipicha jusqu'à l'avenue de la Mission pour relier le quartier Golf a vu ces 2 km construits à neuf pour la première fois. Une autre construction à neuf, c'est l'avenue Ruby à Boulaminchi ou encore les 8 km de Mouma prolongé et de la boucle Kabongo dans la commune annexe. Les travaux de la couche de fondation sont en cours sur l'avenue Mama Irène et la cité des Honorables au quartier Chamalale. La ronde se poursuivra sur les avenues Biaï prolongées, Kassapa, Kamatete, Kilobelobe et Kamasaka où les constructions à neuf créent désormais une interconnectivité entre les communes de la capitale du cuivre. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale a constitué le point de chute de cette série de visites. La presse du Grand Katanga a eu à découvrir que Jacques Kiabula Katwe a offert un bijou à la province du Haut-Katanga. De 48 bureaux des députés en passant par ceux du membre du bureau jusqu'à la salle de plénière, tout a suscité l'admiration de la presse et lui a donné une idée du travail abattu par les 3e gouverneurs élus du Haut-Katanga sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un instant d'après, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, a remercié les journalistes du Grand Katanga pour leur sens du devoir de s'informer pour informer et leur a demandé de sensibiliser la population à bien conserver ses acquis. À cette visite de presse, il y a lieu de souligner la présence des bourgmestres des communes de Lubumbashi au cours de cette visite qui a permis aux faiseurs d'opinion, que sont les journalistes, de palper la réalité de l'administration Kiabula. Voilà tout pour ce soir. Place à présent au rappel du titre. La question sur la révision constitutionnelle continue
de diviser la classe politique congolaise pendant que le FCC, Front commun pour les Congos de Joseph Kabila, entend mobiliser ses militants pour dire non à cette initiative du président de la République. Répondant coup sur coup, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, est monté au créneau pour annoncer des manifestations pour soutenir justement cette démarche. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi, mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis. Merci de nous avoir réitéré votre confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour agrandir la grande famille PSB qui vous informe tous les jours. Restez-nous fidèles. À très vite.